là que l'acteur politique béninois a définitivement besoin d'être tenu par la main pour être guidé dans les sentiers de la conviction politique. Et ça, on ne peut pas se mentir là-dessus. L'histoire devrait effectivement nous amener à être convaincus du fait que tout ce qui se fait aussi n'est pas révisant. Aujourd'hui, on a l'impression, et peut-être les éléments d'avant qui offrent, je vais dire cette possibilité de voir les choses ainsi, que l'acteur politique n'a pas de conviction et qu'il a besoin d'être tenu par la main sur les sentiers de la conviction du parti dans lequel il milite. Ceci. Est-ce que le mandat du député est de ce fait devenu un mandat impératif, prohibé par la Constitution, suivant les termes de l'article 80 nouveau, que je cite, chaque député est le représentant de la nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Je vous ai dit, au démarrage de mes propos, je resterai scientifique et objectif. La réponse à cette question nécessite une clarification de l'expression mandat impératif. Le mandat impératif est un mode de représentation par lequel les élus ont l'obligation, sous peine de révocation, de respecter les directives de leurs électeurs sur la base desquelles ils ont été désignés. Franchement, quel que soit le bord auquel on appartient, il y a des éléments de précision, de concision sur lesquels on peut être d'accord. On peut observer que la loi ici ne soumet pas, sous peine de révocation, le député au respect des directives des électeurs, en l'occurrence ici les électeurs de sa circonscription, dans la circonscription donc où il a été élu. C'est la faiblesse de considérer, au regard de ma science, que le mandat du député n'est pas pour autant un mandat impératif. On peut reprocher toute autre chose, mais ce terrain ne semble pas être approprié. Pour s'assurer que le parrainage est régulièrement obtenu, l'article 41 nouveau prévoit ceci, je cite, la déclaration de candidature doit comporter des parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition par la Commission électorale nationale autonome, auxquels sont jointes les preuves de l'appartenance des bénéficiaires, sont d'accord, ou les preuves de leur désignation par le parti ou coalition du parti des partis, en ce qui concerne l'élection du duo président et vice-président. Ça, tout est fait en fait pour obtenir le résultat. Précisons qu'elle doit être présentée 180 jours avant la date. La Cour constitutionnelle considère que tout ceci rentre dans les cordes de ce qu'elle a demandé à l'Assemblée nationale. Deuxième élément, l'éligibilité à l'attribution des sièges pour les élections législatives. Ne vous en faites pas, je resterai dans le temps. D'entrée, rappelons que la déclaration de candidature est présentée 60 jours avant la date du scrutin pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Les conditions requises, seules sont éligibles à l'attribution des sièges, les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, excusez-moi, pour les partis politiques qui ont conclu de déposer à la Sénat préalablement la tenue du scrutin d'accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages, mais pas de tout le monde, de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Je rappelle à toutes fins utiles que le droit antérieur avait prévu 10% des suffrages valablement exprimés au plan national. Visiblement, la classe politique évolue aujourd'hui progressivement vers un consensus pour faire du parrainage l'un des filtres pour parvenir à l'assainissement du paysage politique et la régulation des candidatures. Ça, c'est un fait. Je le dis pourquoi. Parce qu'à un moment donné, les partis politiques ont dépassé l'idée de parrainage et ont mis sur la table des propositions
les uns 20%, les autres 5%, cela veut dire que le débat autour du filtre constitué par le parrainage lui-même a été dépassé. On devrait pouvoir constater cela. Mais le premier point de divergence, c'est la conformité même de l'article 146 nouveau à la Constitution qui est fortement discutée. Cette conformité est discutée pour avoir visé les circonscriptions électorales législatives, là où la Constitution indique l'échelle nationale à travers les dispositions des articles 81, 153-1 et j'en passe. Ma tâche n'est pas facile à ce niveau, je l'avoue, puisque l'épineuse question est celle-ci. À quoi tient le caractère national? Dans une première assertion, on peut penser qu'il doit s'agir strictement et uniquement de suffrages estimés à l'échelle de la nation tout entière, celle-ci étant finalement considérée comme l'unité de valeur, la nation. Et ce seuil devant donc être obtenu par le jeu de la moyenne des suffrages obtenus dans toutes les circonscriptions électorales législatives. Normal. Mais dans une autre assertion, qui est celle retenue par la Cour constitutionnelle, sans nul doute qui ne tombe pas tout de suite sous le sens, mais qui est retenue par la haute juridiction, et le juriste que je suis et l'homme de paix que chacun d'entre nous veut être doit pouvoir en prendre acte, c'est que l'application de critères identiques, ici le critère c'est le seuil d'éligibilité, l'application de critères identiques à toutes les circonscriptions électorales législatives sans exception confère à celui-ci un caractère national. Je dois vous dire que, et je l'ai dit tantôt, que le droit demeure nuance, mais ici, l'argument qui prévaut, c'est naturellement de savoir que l'interprétation donnée par la Cour est celle qui aujourd'hui relève du droit positif bénin. Sur le second point, en réalité, je vous ai dit tantôt également que le problème du parrainage, de mon point de vue, a été à un moment donné dépassé parce que plusieurs quotas ont été mis dans la balance. C'est le niveau du curseur. C'est peut-être le niveau du curseur, et sans nul doute. 20%, 5%, les propositions sont données, mais le code a retenu finalement 20%. Dans chacune des circonscriptions électorales législatives, ce qui signifie dans toutes les circonscriptions électorales législatives. À cet égard, la haute juridiction, la Cour constitutionnelle, dans l'espèce, a procédé à un contrôle de proportionnalité une fois pour apprécier l'équilibre entre les atteintes qui sont portées aux droits et libertés constitutionnelles et les objectifs poursuivis. Elle a décidé qu'il n'y a pas atteinte à la règle de proportionnalité dans la mesure où les conditions sont adéquates, nécessaires et proportionnées au sens strict au résultat recherché, lequel est constitué de quoi? De l'assainissement du système partisan et du coût de l'organisation des scrutins dans le sens de la gestion qualitative des deniers publics, le renforcement du système partisan afin de favoriser l'avènement de partis politiques stables et durables, véritable école d'où éclose et se développe des vocations à la direction des affaires publiques. Voilà la position de la Cour qui relève aujourd'hui du droit positif. Je partageais cela avec vous. Ceci dit, au regard des résultats obtenus sous le code électoral de 2019, exigeant uniquement le seuil de 10% pour l'éligibilité à l'attribution des sièges, des enseignements féconds ne méritaient-ils pas d'être tirés que je marque. La possibilité d'accord de coalition parlementaire a également donné lieu à des préoccupations profondes
sur l'admission d'accords de coalition et l'interdiction d'alliances de partis politiques. Ici, de ma lecture, je n'y vois pas, ou je ne vois pas des éléments contradictoires. Quand on lit bien l'article 39, les alliances de partis ne sont pas autorisées à présenter des listes de candidats, c'est qu'il est ainsi fait défense aux partis politiques de présenter des listes communes de candidats aux élections. De sorte qu'un parti politique sans représentativité nationale peut être mis ensemble avec un autre pour présenter une liste commune. Or, n'oubliez pas la pensée de ceux qui ont écrit le code. Je reste dans l'objectivité. N'oubliez pas la pensée de ceux qui ont écrit le code. Ceux qui ont écrit le code souhaitent avoir des partis qui ont quand même un ancrage territorial. Et c'est de là qu'on considère finalement à l'article 146 nouveau où je dis selon moi que l'article 146 nouveau garantit un minimum de représentation nationale, soit encore les 10%. Cela n'exclut pas mon point de vue sur le fait que des enseignements tirés de la mise en œuvre des 10% par le passé ne devraient-ils pas être l'élément qui doit nous permettre d'aller de l'avant sur notre règle? Mais dans la logique de la réforme, on voyait très bien, ou on voit très bien pourquoi ici il n'y a pas confusion entre alliance et coalition, les deux n'ayant pas la même finalité. L'absence de la prise en compte de l'hypothèse de défaut d'obtention des 20% par tous les partis politiques, s'il en est effectivement le cas, on devrait s'y pencher rapidement. Que faire lorsqu'aucun des partis politiques n'a pu obtenir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales législatives? Ce n'est pas une question, je vais dire, ce n'est pas un cas d'école. C'est une hypothèse qui peut bien survenir. Diverses pistes de sortie sont avancées par les commentateurs. L'une des pistes de sortie pourrait et serait la reprise des élections. Or, le nombre de reprises auxquelles j'associe le coût des reprises demeure des variables qui ne permettent pas de valider cette solution. La Cour constitutionnelle, d'ailleurs, pourrait ne pas y être favorable, puisque pour valider le seuil d'éligibilité et les critères de parrainage, la haute juridiction a mis en avant, je cite, l'assainissement du coût de l'organisation des élections dans le sens de la gestion qualitative des deniers publics. Une autre position, c'est de dire qu'une autre porte de sortie serait l'arbitrage de la Cour constitutionnelle qui pourrait alors indiquer le chemin à suivre après coup. Ce qui pourrait faire naître des mécontentements, puisqu'il n'est pas souhaité que les règles du jeu soient connues avec l'évolution du jeu. De mon point de vue, il est souhaitable que la solution soit trouvée très rapidement avant la tenue des élections. Pour ce qui concerne la caution, elle a été réduite pour l'élection présidentielle de 50 millions à 25, je crois, et pour les autres, maintenue à l'État. Ce que j'avais voulu développer dans la deuxième partie très rapidement ne me prend pas du temps, puisque il s'agit ici des réformes qui procèdent de la récupération d'une part des préoccupations de la Sénat et d'autre part du contenu des réformes antérieurement opérées à travers la loi 2020-13 du 4 juillet 2020 portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Donc on voit très bien que la Sénat avait des préoccupations d'autres pratiques de gestion des élections
et les a convoyés vers les députés qui ont pris en compte ces préoccupations à ce moment précis. Celle qui a retenu mon attention, c'est celle qui autorise la Commission électorale nationale autonome, par décision, nous sommes d'accord, à créer des zones. Donc à répartir davantage un arrondissement qui est plus étendu, bien qui comporte un peu plus de 100 postes de vote. Dans la mesure où il y a eu des contestations, la Cour constitutionnelle a jugé et a répondu que cela procède au contraire de l'exigence d'efficacité dans la supervision des opérations de vote, exigence de célérité dans la compilation des résultats et dans l'acheminement des plis aux différentes structures. Après, ce qui n'est pas nouveau, c'est tout ce qui a été pris au niveau de la loi 2020 en ce qui concerne notamment la désignation des maires et de leurs adjoints et la désignation des chefs de village ou du quartier de ville. C'était déjà reconnu. Mesdames et messieurs, je vous remercie.